Le vent hurlait comme un coyote affamé à travers les collines arides de Pedro Seekers, projetant de la poussière acérée sur le visage de Maria Léon, alors qu'elle avançait, une main tremblante protégeant ses yeux. Ses bottes, fissurées et usées, s'enfonçaient dans la terre brûlée par le soleil à chaque pas. Un sac en toile rebondissait contre son dos, trop léger pour être rassurant, trop lourd pour être oublié. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, pas correctement. La dernière chose qu'elle avait avalée était la moitié d'une tortilla de maïs, mâchée lentement sous un arbre à moustiques, la mâchoire lui faisant mal à chaque bouchée. Sa gorge était sèche à cause du chagrin, pas de la faim. Le sac contenait ses dernières possessions. Une poêle noircie, une casserole cabossée, une cuillère en bois poli à force d'être utilisée et une petite pochette en tissu remplie du seul héritage que sa mère lui avait laissé, des épices. Le jour où son mari l'avait quitté, il avait tout emporté sauf son nom, et même celui-ci, il avait essayé de le détruire. À présent, Maria marchait seule à travers les terres ouvertes de Kaila, poursuivie non pas par des loups, mais par ses souvenirs. En fin d'après-midi, elle atteignit les limites de Pedra Secus, un village craquelé par le soleil et accroché au silence. Les bâtiments étaient vieux et voûtés, usés par les intempéries, à l'image des visages qui la regardaient passer. Elle traversa la place poussiéreuse où se dressait une fontaine rouillée et asséchée, dont le bassin était rempli de feuilles mortes et d'os d'oiseaux. Maria s'arrêta à l'ombre d'une charrette abandonnée et laissa tomber son sac par terre. Ses jambes se dérobèrent sous elle, son estomac se noua. Elle devait manger ou s'évanouir. Mais plus que cela, elle avait besoin de se rappeler qu'elle avait encore quelque chose à offrir. Son regard se posa sur une petite clairière près de la fontaine cassée, quelques pierres plates, des branches éparpillées et une marque dans la terre où un feu avait brûlé autrefois. Sans réfléchir, elle tomba à genoux, gratta un cercle avec sa cuillère, ramassa du petit bois et frappa le silex jusqu'à ce que le feu prenne. La flamme crépitante était la première chose chaude qu'elle ressentait depuis des jours. Elle versa de l'eau de sa gourde dans la marmite. L'eau siffla au contact du métal et se mit à bouillir avec urgence. Puis vinrent les haricots, secs, ridés, vieux comme son esprit, mais prêts à être cuisinés. Elle écrasa entre ses doigts une pincée d'origan, 2 flocons de piment rojo et un tout petit morceau d'ail séché. Ses mains tremblaient, mais elles bougeaient avec un rythme bien rodé. Un parfum se répandit sur la place, quelque chose d'épicé, de terreux, de vivant. Derrière elle, des pas crissaient sur le gravier. Elle ne se retourna pas. Il n'y a plus beaucoup de gens qui cuisinent en plein air de nos jours, dit une voix âgée, entourée d'années. Ah, usée par les années. Pas ici, en tout cas. Elle se retourna lentement. Un homme se tenait derrière elle, âgé d'environ 70 ans, peut-être plus. Il s'appuyait sur une canne sculptée dans du mesquite tordu. Son chapeau cachait la majeure partie de son visage, mais ses yeux étaient vifs et fixes. « Je ne savais pas si cet endroit avait encore une âme », ajouta-t-il en reniflant. « Mais j'ai senti quelque chose qui ressemblait à un souvenir. » Maria hésita. « Fololise, dit-elle doucement. Juste des haricots. Ils sont plus que des haricots. » Elle fit un signe de tête vers une deuxième tasse en éteint près du feu. « Si vous avez faim, dit-il en s'asseyant sans demander. » Ils mangèrent en silence au début. 2 personnes sans table, partageant une chaleur qui ne s'achète pas. « Comment vous appelez-vous, Nina? »« Maria Leon. » Il ôta son chapeau. « Don Silvano. J'ai passé la majeure partie de ma vie à m'occuper de chevaux. Maintenant, je me contente de marcher et de me souvenir. » Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Il l'observait. Il remua les haricots une dernière fois et dit doucement, « On fuit quelque chose ou on court vers quelque chose. » Maria eut la gorge serrée. « Mon mari a vendu notre terre. Il est parti avec une autre femme, ne me laissant rien d'autre que ça. » Elle tapota son sac. Don Silvano acquiesça. Non par pitié, mais par reconnaissance. « Vous avez déjà cuisiné pour quelqu'un, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Oui. Pour des ouvriers, pour sa famille, pour un rêve. Vous avez toujours ce don. » Il finit sa dernière cuillerée. Il y a un ranch à l'ouest d'ici, Rancho El Mado. Il appartient à un homme nommé Don Ignacio Ramirez. Il ne fait pas facilement confiance. On dit qu'il a perdu son frère dans un incendie. Il est discret. Il reste seul. Mais il baissa les yeux vers la tasse vide. Et on dit qu'il a besoin d'un cuisinier. Maria regarda l'horizon,
où l'orange se fondait dans l'indigo. Tu penses qu'il m'embaucherait? Don Silvano la regarda longuement, puis fouilla dans son manteau et en sortit un mouchoir défraîchi et effiloché. La chance s'accroche au vieux tissu. Ma femme m'a cousu ça quand je suis parti à la guerre. Ça m'a permis de continuer à respirer. Je ne peux pas. Tu peux le prendre et quand tu arriveras là-bas, regarde-le dans les yeux et dis-lui « Je ne vaux pas grand-chose, monsieur, mais je sais cuisiner. » Cette nuit-là, Maria campa près de la fontaine à sécher, sous un ciel étoilé et silencieux. Elle tint le mouchoir comme une prière et dormit près des braises refroidies, l'odeur des haricots encore imprégnée dans ses doigts. Dans l'obscurité, les habitants de la ville chuchotaient à propos de la fille au feu sur la place. Au matin, elle avait disparu. La route menant au Rancho El Madero n'était que poussière, épines et silence. Chaque pas de Maria soulevait un murmure sec de la terre, comme si le sol lui-même retenait son souffle. Ses bottes étaient désormais plus abîmées que le cuir, ses lèvres gercées et brûlées par le soleil, mais ses yeux restaient fixés vers l'avant. Le ranch apparut vers midi, surgissant lentement de la brume comme un souvenir. De longues clôtures s'étendaient, comme des côtes à travers la prairie, interrompues seulement par un portail en fer au sommet d'une colline aride. Des moulins à vent tournaient lentement au loin. Des enclos parsemés de bétail cuisaient sous le soleil brûlant du nord. Une silhouette se tenait à la porte, grande, aux épaules larges, une ombre qui ne bronchait pas sous la chaleur. Maria serra le mouchoir délavé dans sa poche et marcha plus vite. L'homme ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle soit à quelques mètres de lui. Sa voix était grave, usée par le temps. « Nous n'achetons rien ici. Je ne vends rien. » Il l'observa. Les joues brûlées par le soleil, les bottes usées, un sac en bandoulière comme un soldat. « Vous vous êtes perdu? » « Non. » Une pause. « Alors que faites-vous sur mes terres? » Elle se redressa, le cœur battant. « J'ai entendu dire que vous cherchiez peut-être une cuisinière. » Il fronça les sourcils. « Qui vous l'a dit? » Un vieil homme en ville, Don Silvano. Ce nom sembla adoucir légèrement son visage, mais sa voix restait dure. « Comment vous appelez-vous? »« Maria Léon. »« Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'embaucherais une inconnue venue de nulle part? » Elle fouilla dans son sac, en sortit lentement sa poêle et sa cuillère en bois, et les brandit devant elle comme un badge. « Je ne vaux pas grand-chose, monsieur, dit-elle d'une voix ferme malgré la boule qu'elle avait dans la gorge. Mais je sais cuisiner. » L'homme jeta un coup d'œil à la poêle, puis la regarda à nouveau. Il ne rit pas, ne sourit pas, se contenta de se retourner et d'ouvrir la barrière. « Suivez-moi. » Elle cligna des yeux. Cela signifiait-il qu'elle avait obtenu le poste? « Non. Ça veut dire que je vais te le laisser cuisiner une fois. Si c'est bon, on en reparlera. Si ce n'est pas bon, » il la regarda à nouveau dans les yeux. « Si tu brûles la nourriture, tu seras viré avant le lever du soleil. » Il se retourna sans attendre de réponse, et elle le suivit. Le ranch était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Les ouvriers se déplaçaient comme des fourmis, silencieux, efficaces, bronzés par le soleil. Personne ne la salua. Ils se contentèrent de l'observer. La maison principale était vaste et simple, son bois décoloré, mais solide. Derrière elle, une cuisine indépendante, des murs en pierre, une cheminée noircie par l'usage. « Voici ton poste, » dit l'homme en poussant la porte. « Je m'appelle Don Ignacio Ramirez, je dirige cet endroit. » Il fit un geste vers un coin où se trouvaient quelques caisses de produits secs. Des haricots, du maïs, du riz et des piments séchés. Un sac en toile de jute contenait ce qui avait peut-être été des oignons. Nourrit 10 hommes avant le coucher du soleil. Rien d'extraordinaire. Ils mangent vite. Ils travaillent dur. Ils ne se plaignent pas. Mais ils n'oublient pas la mauvaise nourriture. Elle acquiesça d'un signe de tête. « J'aurais besoin d'eau, » dit-il en lui montrant du doigt les puits à l'arrière. Puis il partit. Maria travailla en silence. La cuisine sentait la vieille sueur et l'huile brûlée. Les couteaux étaient émoussés, les casseroles abîmées, mais le foyer était propre. Elle remercia celui qui avait nettoyé les cendres. Elle fit tremper les haricots à la hâte, les fit bouillir plus longtemps pour compenser, fit rôtir les piments, les réhydrata dans une sauce sombre. Elle coupa les oignons lentement, avec précaution, en retirant les parties pourries et en conservant tout ce qui était bon. Elle écrasa l'ail avec du sel, ajouta du cumin et remua avec le rythme de sa mère. Il n'y avait pas d'horloge dans la pièce,
mais son instinct lui indiquait quand le soleil avait changé de position. Il était temps de servir. Une cloche sonna à l'extérieur. Les hommes s'alignèrent près de la longue table en bois à l'ombre d'un mess. Maria sortit de la cuisine avec 2 casseroles. L'une contenait le conchil de frio, l'autre du riz épicé avec du maïs séché. Ils la regardèrent fixement. Quelques-uns murmurèrent « Elle est nouvelle, elle ne va pas durer ». Elle servait rapidement, avec précision, sans parler. Don Ignacio se tenait à quelques pas, les bras croisés, impénétrables. Les hommes mangeaient, les premières cuillerées descendaient lentement. La tension était palpable. Puis vint le silence, celui que Maria avait déjà entendu, celui qui signifiait que les gens mangeaient sans faire semblant. Ils mâchaient plus lentement. Ils hochaient de la tête. Un homme s'essuya la bouche et marmonna « Douce ». Un autre ajouta « Je n'ai pas goûté un plat aussi relevé depuis la mort de ma mère ». Un troisième grogna « Il a une âme ». Elle ne dit rien, continua simplement à servir. À la fin de la file, Don Ignacio prit d'une assiette et s'écarta. Il mangea seul, debout. Maria l'observait. Il prit d'une bouchée, fit d'une pause, en prit d'une autre. Son expression ne changea pas, mais il ne s'arrêta pas de manger avant d'avoir fini son assiette. Il s'approcha d'elle après. « Vous avez déjà cuisiné pour des hommes? »« Oui. »« Pour votre famille? » Avant, il acquiesça d'un signe de tête. « Il y a des chambres à l'arrière de la grange. Elles sont petites et propres. Vous commencez à l'aube, dit-il avant de s'éloigner, puis il ajouta par-dessus son épaule. « Ne brûlez pas la nourriture. » Elle sourit intérieurement. « Oui, monsieur. » Ce soir-là, Maria était assise seule dans sa petite chambre, le mouchoir plié sur la table à côté de son bol. Elle mangeait lentement, sans penser à rien ni à tout. Pour la première fois depuis des semaines, son ventre était plein et son feu brûlait encore. Dehors, elle entendit des pas, légers. Elle ouvrit la porte. Un homme se tenait là, peut-être de son âge, peut-être plus jeune, aux cheveux foncés et au regard doux. Il ne dit rien, se contenta de lui tendre un petit paquet. De l'origan, sauvage et frais, cueilli dans les collines. Elle le regarda, perplexe. Il désigna sa gorge, puis ses lèvres. Il ne pouvait pas parler, alors il désigna la marmite encore chaude sur la cuisinière et sourit. Elle lui rendit son sourire et hocha la tête. « Gracias !» Il hocha la tête en retour, puis disparut dans le crépuscule. Le lendemain matin, Maria se leva avant le soleil. En entrant dans la cuisine, elle vit le paquet d'origan toujours posé sur la table. Ce n'était plus un test. C'était un début. L'odeur de l'ail et des haricots allait bientôt envahir à nouveau le ranch. Et dans les jours à venir, tous les escaliers ne seraient pas faciles à monter. Tous les hommes ne resteraient pas respectueux. Mais Maria León avait allumé son feu, et bientôt d'autres viendraient s'y réchauffer, certains avec gratitude, d'autres avec envie, d'autres encore avec des blessures encore vives, et un avec un secret qu'il n'avait pas révélé depuis des années. Le troisième matin, Maria se réveilla dans le ranch. Le vent avait tourné. Il soufflait désormais de l'est, transportant l'odeur des broussailles sèches et des bouses de bétail séchées au soleil. Mais il y avait aussi autre chose, une tension qui s'accrochait à la poussière. Alors qu'elle allumait le poêle dans la cuisine sombre, elle pouvait la sentir dans l'air, dans les murs, dans ses os. Le feu s'alluma facilement, alimenté par le petit bois. Julian avait empilé le bois près de la porte avant l'aube. Il n'avait pas frappé, il ne le faisait jamais, mais Maria savait que c'était lui. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon tranquille dont il se déplaçait dans le ranch, comme une brise qui ne claquait jamais les portes. Elle commença à préparer le repas du matin, cassant des œufs dans une poêle noircie par le temps, réchauffant des tortillas au bord du feu, faisant grésiller des lanières de bœuf séchées à côté des poivrons. Dehors, des voix s'agitèrent. Elle entendit des rires, mais pas des rires agréables. Ils étaient aigus, masculins, pas encore cruels, mais vigilants, curieux, le genre de son qui incite une femme à garder la tête haute et la bouche fermée. Lorsque Maria sortit pour servir, les hommes l'attendaient. Certains lui firent un signe de tête en guise de remerciement, d'autres la fixèrent du regard. L'un d'eux émit un sifflement discret. Maria ne broncha pas. Elle servit de la nourriture sans un mot, jusqu'à ce qu'un bol claque plus fort qu'il n'aurait dû. Elle leva les yeux. L'un des jeunes ouvriers du ranch, aux épaules lâches, ruisselant de sueur, souriant comme un renard, se pencha un peu trop en avant.
Si tu nourris un homme comme ça tous les jours, il pourrait bien t'épouser, dit-il. Quelques rires suivirent. Un autre ajouta, « Je parie que ce ragoût est encore meilleur quand c'est elle qui te le donne à manger à la main. » Maria garda les yeux fixés sur la cuillère. De l'autre côté de la cour, Donacio se tenait près des écuries, observant la scène. Il ne bougeait pas. Elle finit de servir et retourna à la cuisine, les épaules crispées. Cet après-midi-là, Julian réapparut. Il n'apporta pas de mots, seulement un bouquet de coriandre sauvage et 2 œufs enveloppés dans un tissu. Il les posa sur la table, puis lui tendit une petite sculpture en bois brut en forme de flamme. Maria passa ses doigts dessus. « Gracias », murmura-t-elle. Il hocha la tête, fit un geste, la main sur le cœur, puis désigna la cuisinière. « Sa cuisine !» Elle sourit, mais son cœur se serra un peu. La gentillesse était rare, et elle avait toujours un prix. En fin d'après-midi, Donna Léa arriva. Maria ne l'avait jamais vue de près auparavant. La vieille femme portait une longue robe noire, un châle sur une épaule et un visage impassible. Ses cheveux argentés étaient tressés dans son dos, aussi serrés que son regard. Elle entra dans la cuisine sans frapper. « Ça sent comme si quelqu'un en faisait trop », dit-elle. Maria s'arrêta de remuer puis continua. « Ce n'est que des haricots et du maïs aujourd'hui. » « Les haricots et le maïs ne sentent pas comme ça, » marmonna Léa en reniflant. « Tu as ajouté du cumin, de l'origan, de l'ail, peut-être un zeste de citron vert séché, » dit Maria en levant les yeux. « Tu t'y connais en assaisonnement. »« J'ai inventé ce mélange, » rétorqua Léa. « Il y a 15 ans, dans la cuisine d'une cantina à 2 villes d'ici. » Maria fronça les sourcils. « Je n'ai pas volé. »« Non. » Léa l'interrompit. « Mais tu marches sur des os, ma fille. Cette cuisine, ce ranch, ils sont hantés depuis plus longtemps que tu n'es en vie. » Elle s'approcha du feu, regarda la marmite et ricana. « Tu crois pouvoir changer quelque chose avec un ragoût? »« Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit, » dit Maria d'une voix calme. « J'essaie juste de nourrir les gens et peut-être de leur rappeler le goût de la chaleur. » Léa la fixa longuement, puis se retourna pour partir. À la porte, elle dit doucement, « Parfois, ceux qui ont été le plus brûlés font les meilleurs cuisiniers. » Puis elle disparut. Maria resta immobile pendant un moment. La marmite sifflait, le feu crépitait. Elle pensa à sa mère, à son mari, à la maison qu'elle avait nettoyée jusqu'à ce qu'il la vende sans la consulter. Elle remua une dernière fois et continua à cuisiner. Cette nuit-là, on frappa doucement à sa porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, une petite enveloppe était posée par terre. À l'intérieur, un mot, 5 mots seulement, la dernière recette de ta maman. Elle retint son souffle. Le papier dégageait un léger parfum de cannelle. Elle le déplia avec des doigts tremblants. Tamales d'Uto, tamales du matin, le plat signature de sa mère. Elle n'avait pas vu les instructions écrites depuis qu'elle avait 12 ans. L'écriture n'était pas celle de sa mère, mais elle s'en rapprochait. Quelqu'un avait pris soin de la recopier. Sa gorge se serra. Elle ne pleura pas, mais elle tint ce mot comme un objet sacré, comme un pont entre la vie qu'elle avait perdue et celle à laquelle elle commençait tout juste à croire. Elle prépara cette recette le lendemain, et lorsqu'elle la servit, les hommes cessèrent de plaisanter. Ils mangèrent en silence. L'un d'eux ôta même son chapeau. « Elle cuisine comme si elle nourrissait des fantômes », murmura quelqu'un. Don Ignacio se tenait à nouveau à proximité, les bras croisés, le visage impassible. Mais plus tard, lorsqu'elle passa devant la maison, elle le vit assis seul sur les marches arrière, une assiette sur les genoux, le dernier tamal intact qu'il tenait simplement dans ses mains, comme s'il avait une signification particulière. Maria retourna dans la cuisine et nettoya en silence. Quand elle ouvrit le placard pour y ranger le dernier bol, elle y vit un nouveau paquet, de la farine de maïs fraîche, encore chaude du moulin. Il n'y avait pas de mots, mais elle savait qu'il avait laissé. Elle le toucha doucement, le cœur gonflé. Le feu qui brûlait en elle ne servait plus seulement à survivre. Il commençait à se propager. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient au-dessus de la prairie, Maria s'assit, tenant dans une main la sculpture que Julian lui avait donnée et dans l'autre la recette pliée. Elle ne savait pas quel avenir l'attendait, mais elle savait qu'elle ne cuisinait plus pour survivre. Elle cuisinait pour se souvenir, pour guérir. Et bientôt, elle devrait cuisiner pour diriger, car le feu ne se contente pas de réchauffer, il exige. Et dans un endroit comme celui-ci, le feu approche,
Elle pouvait le sentir, le goûter, non pas dans la marmite, mais dans l'air. Et cette fois, ce ne serait pas une métaphore. Ce serait réel, brûlant et bruyant. Ce qu'elle ferait ensuite pourrait décider de ce qui resterait debout quand tout serait fini. Les tamals avaient disparu au matin. Il n'en restait plus un seul. Même le plus vieux cow-boy qui grignotait habituellement sa nourriture comme un chat méfiant en avait redemandé. La cuisine semblait plus chaude ce jour-là, et pas seulement à cause du feu. Quelque chose avait changé dans l'air, comme si les murs avaient poussé un soupir après avoir retenu leur souffle trop longtemps. Maria frottait le comptoir d'une main ferme. Chaque mouvement était délibéré. Chaque bruit dans la cuisine lui était désormais familier. Le crépitement du bois, le bouillonnement des haricots, le doux frottement des bottes sur la terre juste derrière la porte arrière. Cet endroit avait un rythme. Elle commençait à s'y adapter. Un léger coup à la porte l'interrompit. Elle se retourna en s'essuyant les mains. Juliane se tenait là, un panier dans les bras, rempli de tomates fraîches enveloppées dans du papier journal. Elle sourit. Le timing était parfait. Il désigna le morceau de papier plié toujours épinglé au-dessus de la cuisinière. La recette de sa mère. Maria acquiesça. Oui, c'est moi qui les ai préparés. Il posa le panier et sortit quelque chose de sa poche arrière. Une petite cuillère sculptée, délicate, simple, mais dont le manche avait la forme d'une flamme, tout comme la sculpture en bois qu'il lui avait offerte quelques jours auparavant. Il la lui tendit, les yeux brillants. Elle la prit avec précaution. « C'est toi qui l'as faite. » Juliane acquiesça. Puis il fit quelque chose de nouveau. Il toucha sa poitrine, puis traça une ligne dans l'air entre eux, comme s'il passait un fil. Une connexion. Maria sentit sa gorge se serrer. Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas regardée ainsi, comme si elle était vue et pas seulement remarquée. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, une voix s'éleva depuis l'entrée. « Tu gaspilles cette cuillère pour des mains empruntées. » Maria se retourna. Da se tenait là, les bras croisés, les yeux plissés. Maria ne broncha pas. « Je ne m'attendais pas à te revoir. Je n'avais pas prévu de revenir. » Léa entra, jetant un coup d'œil à la casserole qui mijotait sur la cuisinière. « Mais j'ai entendu les hommes parler. Ils ont dit que tes tamals les faisaient pleurer. J'ai voulu voir par moi-même quel genre de fil faisait pleurer le maître. » Maria continua à remuer. Léa fit le tour de la pièce comme si elle en était la propriétaire. « Tu cuisines trop proprement, marmonna-t-elle. Trop soigneusement, comme si tu essayais de prouver quelque chose. » C'est vrai. Cela fit s'arrêter Léa pendant une seconde. « Et pourquoi donc? »« Parce que j'existe encore, » répondit Maria. « Parce que je peux construire quelque chose, même si je n'ai que des restes et des épices. » Léa s'appuya sur la table, baissant la voix. « Tu penses que les nourrir te protège? »« Non. Tu penses que cela te rend indispensable? » Maria la regarda dans les yeux. « Non, mais ça me rend à nouveau humaine. » Silence. Puis Léa sortit une feuille pliée de son châle et la posa sur la table. Maria l'ouvrit lentement. Cette fois, c'était bien l'écriture de sa mère. Son cœur se serra. « J'ai travaillé dans la même cuisine que ta mère, » dit Léa doucement. Elle copiait ses recettes dans un petit carnet bleu. Quand elle est morte, ce carnet m'est revenu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que je ne pensais pas que tu valais l'encre. Mais ce tamal d'hier, c'était le sien à travers toi. Maria passa sa main sur la page. L'encre avait pâli, mais les lignes étaient fortes, tachées de fleurs, usées par le temps. Léa l'observait. « Elle cuisine comme si elle nourrissait des fantômes, dit-elle, faisant écho à l'homme d'hier. Mais parfois, c'est la seule façon de ramener les morts. » Il y eut un silence. Puis Maria demanda doucement, « Pourquoi es-tu vraiment ici? » Léa hésita. « Parce que je n'ai plus goûté de saveur depuis des années, » admit-elle. « Pas depuis que mon fils est mort. J'avais l'habitude de cuisiner avec lui après l'incendie. » Sa voix se brisa. J'ai arrêté. Quelque chose clignota dans l'esprit de Maria. « Ton fils, était-il le frère d'Ignacio? » Les yeux de Léa s'assombrirent. « Oui. » Le silence entre elles s'épaissit comme de la fumée. « Il est mort dans l'incendie de la grange, tu vois, » murmura Maria. Léa acquiesça d'un signe de tête. Et Ignacio ne s'est jamais pardonné. Elle regarda autour d'elle dans la cuisine, presque avec ressentiment. « Et maintenant, tu es là, à remuer les casseroles comme si tu étais chez toi, comme si les fantômes ne hurlaient plus dans ces murs. » Maria ne contredit pas.
Elle laissa le silence s'installer. Puis elle dit, « C'est peut-être pour ça que je les entends. » Leah cligna des yeux. « Parce que moi aussi j'ai des fantômes, et je suis fatigué de les laisser mourir de faim. » Leah la fixa longuement, puis se retourna et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle dit, « Demain, tamales au piment rouge, pas de raccourci. » Maria esquissa un sourire. « Oui, madame. » Et sur ces mots, Leah disparut. Ce soir-là, Maria resta tard dans la cuisine. Elle avait besoin de massa, avec les paroles de sa mère dans la tête. Elle fit tremper les piments rouges jusqu'à ce qu'ils ramollissent comme un vieux chagrin. Et lorsque le feu crépita fort, elle remua avec sa nouvelle cuillère, celle en forme de flamme. Une rafale de vent s'engouffra par la fenêtre, apportant avec elle l'odeur sèche du foin. Elle s'arrêta. Quelque chose à l'extérieur sentait mauvais, brûlé. Elle se précipita vers la porte arrière et l'ouvrit. De l'autre côté du champ, près du bord du corral, une lumière orange clignotait, puis de la fumée, puis un cri. Des flammes jaillirent vers le ciel. Quelqu'un cria. « Au feu! La grange est en feu. » Des hommes coururent, des seaux volèrent, les chevaux paniquèrent, les ordres furent criés. Mais les yeux de Maria se fixèrent sur une silhouette. Donacio, figé dans la cour, fixait le feu de ses grands yeux creux. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, ne clignait même pas des yeux. Elle fit un pas en avant, le cœur battant à toute rompre. Il était en train de s'effondrer et personne d'autre ne semblait le remarquer. Maria se tourna vers la cuisine, attrapa un seau, puis cria au milieu du chaos. « De l'eau, maintenant! Sortez les chevaux! Nous devons partir immédiatement! » La fumée ne s'élevait pas lentement. Elle explosait. Lorsque Maria atteignit le bord du corral, les flammes avaient déjà englouti le mur-est de la grange. Le bois sec craquait comme des coupes de feu, et les balles de foin alimentaient l'enfer comme si elles avaient attendu ce moment pendant des années. La panique dispersa les ouvriers du ranch comme des fourmis. Certains attrapèrent des seaux, d'autres criaient les uns sur les autres. Les chevaux à l'intérieur de la grange hennissaient, paniqués, terrifiés, leurs sabots frappant les stalles comme des tambours de guerre. Et là, cloué au sol, se tenait Don Ignacio, immobile comme une pierre, les yeux écarquillés, le souffle court. Il regardait brûler comme s'il avait déjà vu cet incendie auparavant et qu'il lui avait déjà pris quelque chose. Maria laissa tomber son seau et courut vers lui. « Ignacio » cria-t-elle, mais il ne broncha pas. La fumée tourbillonnait entre eux. Elle lui saisit le bras. Il sursauta violemment, comme un homme qui se réveille sur un champ de bataille. Ses yeux se fixèrent sur les siens, pleins de souvenirs, pleins de fantômes. Elle ne lui parla pas gentiment. « Nous avons besoin de vous, mais si vous ne pouvez pas bouger, écartez-vous. » Il ne discuta pas, se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, étourdi, et recula. Elle se retourna, sa voix tranchant dans le chaos. « 2 d'entre vous vont chercher les barils d'eau. Vous allez ouvrir la porte. Que quelqu'un aille le chercher Julian. » Personne ne la contesta. C'était elle qui donnait les ordres, car quelqu'un devait le faire. Et cet incendie se moquait bien de la fierté ou du rang. Si personne ne bouge, nous perdons tout. C'est Julian qui arriva en courant avec le pied de biche. Il n'attendit pas d'instruction, se faufila simplement devant elle dans la fumée vers les stalles. « Julian, non !» cria-t-elle, mais il était déjà parti. Elle le suivit à l'intérieur. À l'intérieur, la chaleur la frappa comme un mur. Sa peau se hérissa instantanément. La fumée lui irritait la gorge et s'installait dans sa poitrine comme un poison. Elle voyait à peine, mais elle pouvait entendre les chevaux et sentir le désespoir dans leurs mouvements. Une porte de boxe était bloquée. Julian s'y était attaqué, tirant de toutes ses forces. Maria attrapa une pelle et enfonça le bord sous le loquet. Il céda. Le cheval se précipita à l'extérieur, les renversant presque. « Allez-y !» cria Maria en toussant. Ils se déplacèrent rapidement. 4 chevaux furent libérés, puis 5. Julian reçut un coup de sabot à l'épaule, mais ne s'arrêta pas. Sa manche était déchirée et du sang coulait sur son bras, mais il continua. Lorsque le dernier cheval fut libéré, Maria se retourna et vit que le mur du fond s'effondrait vers l'intérieur. « Sortez !» cria-t-elle. Ils coururent et trébuchèrent dans l'espace ouvert juste au moment où une partie du toit s'effondrait dans un fracas assourdissant. Des cendres tombèrent autour d'eux comme une pluie infernale. Maria s'effondra à genoux, toussant si fort qu'elle vit des étoiles. Des mains puissantes l'attrapèrent et la soulevèrent doucement.
C'était Ignacio. Il ne dit rien, se contentant de la tenir fermement pendant qu'elle crachait de la suie dans la poussière. Juliane, haletante, regarda autour d'elle. Il boitait vers eux, couvert de cendres, mais vivant. Quelques ouvriers agricoles lui tapèrent dans le dos en murmurant « Merci ». L'un d'eux lui tendit une gourde. Maria s'affaissa, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. La grange était à moitié détruite. Des poutres calcinées gisaient sur le sol comme des os brisés. La clôture était brûlée et amassadulée, mais les animaux étaient sains et saufs, tout comme les gens. Et c'était déjà ça. Plus tard, bien plus tard, lorsque le feu n'était plus qu'une vapeur et une terre noircie, Maria s'assit seule près de l'abreuvoir, un chiffon humide pressé contre son front. Ses mains tremblaient, ses yeux la piquaient, mais le feu brûlait toujours en elle, simplement enfoui sous la fatigue. Elle entendit des bottes crisser sur le gravier. Ignacio. Il s'approcha lentement, comme quelqu'un qui essaye de ne pas effrayer un cheval. « Tu n'aurais pas dû entrer, » dit-il doucement. Juliane non plus. « Je me suis figé, » admit-il comme un fichu lâche. « Non, » dit-elle, comme un homme qui a déjà vu trop de choses brûler. Il ne répondit pas, se contentant de regarder les décombres. « Mon frère est mort dans un incendie comme celui-ci, » dit-il finalement. « Il y a des années, cette grange, c'était de la sienne. » Maria acquiesça. « Je m'en doutais. Je l'ai reconstruite 2 fois depuis, mais elle me rappelle toujours son souvenir. » Ils restèrent en silence, observant tous deux la fumée. Finalement, Ignacio se tourna vers elle. « C'est toi qui as empêché cet endroit de s'effondrer aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait seul, mais c'est toi qui as agi la première. » Il fit un pas vers elle, sans l'envahir, juste assez pour lui faire sentir le poids de ses mots. « Gracias », elle leva les yeux vers lui. Son regard était doux à présent, cerné de suie et de tristesse. Elle n'avait pas besoin qu'il en dise plus. Elle se contenta d'acquiescer. Puis une voix retentit au loin. « Leah !» Elle se dirigeait vers la cuisine, les manches retroussées, et une casserole sous le bras. « Incendie ou pas » cria-t-elle. « Ces hommes ont quand même besoin de manger. » Maria laissa échapper un petit rire épuisé. « Je suppose que cela signifie que je suis de nouveau de service. » La bouche d'Ignacio se tordit, peut-être en un demi-sourire. « Repose-toi d'abord. » Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Juliane la rattrapa, boitant mais souriante. Elle lui toucha doucement l'épaule. « Ça va ?» Il acquiesça, leva la main et traça une petite flamme dans l'air. « Oui, dit-elle, ça brûle toujours. » Ce soir-là, les habitants du ranch se rassemblèrent sur le sol, à l'extérieur de la grange en ruine. Leah avait préparé de la soupe, Maria aida à la servir. Personne ne parla beaucoup, mais tout le monde mangea. Le feu avait détruit une partie du ranch, mais pas son âme. Plus tard, Maria s'assit sur les marches de la cuisine, regardant les étoiles scintiller entre les colonnes de fumée. Ignacio se tenait à proximité, une cigarette entre les doigts, non allumée. Il ne regardait plus les décombres. Il la regardait. Pour la première fois, cela ne ressemblait pas à un avertissement. Cela ressemblait à une reconnaissance. Et à quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas encore nommer. Demain, il reconstruirait. Demain, le bois arriverait. La clôture serait réparée. La douleur s'estomperait. Mais ce soir-là, dans le calme qui suivait l'incendie, Maria comprit clairement une chose. Elle n'avait pas seulement survécu à l'incendie. Elle y avait trouvé sa place, et les autres avaient commencé à la voir non seulement comme la cuisinière, mais aussi comme la femme qui ne reculait devant rien. La fumée s'était dissipée au matin, mais elle avait laissé derrière elle un silence qui s'accrochait au range comme de la rosée. Tous les hommes travaillaient plus silencieusement, plus lentement, comme s'ils essayaient de compenser leur panique de la veille. Même les chevaux se déplaçaient différemment, nerveux, agités. Les mains de Maria étaient couvertes d'ampoules, mais elle restait ferme tandis qu'elle pétrissait la pâte sur la table. Ses yeux la brûlaient, non pas à cause de la fumée cette fois, mais à cause du poids qui lui serrait la poitrine, lorsqu'elle pensait à quel point ils avaient failli tout perdre. Elle remua doucement la marmite, laissant l'odeur du bouillon mijoter et de la coriandre fraîche embaumer la pièce. Le feu qu'elle avait combattu de toutes ses forces avait fait plus que simplement brûler la grange. Il avait consumé quelque chose d'inexprimable. Elle n'était plus seulement la cuisinière. La première à le montrer fut Leah. Ce matin-là, elle arriva tôt, sans ses remarques sarcastiques habituelles, ni ses regards méfiants. Elle éplucha les pommes de terre comme si elle avait toujours été là, les mettant dans la marmite avec un soin expérimenté.
Tu boites, dit-elle sans lever les yeux. Maria acquiesça. Une crampe musculaire, rien de plus. J'ai apporté du salve. Maria cligna des yeux. Leah continua à travailler. Ne me regarde pas comme si j'avais une deuxième tête, marmonna la vieille femme. Tu as sauvé le ranch de mon fils. Ça compte. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la vapeur. Maria ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. La façon dont elle passa les épices à Leah, le rythme silencieux de leurs mouvements, tout cela suffisait à leur conversation. Plus tard dans la journée, alors qu'elle pliait des tortillas chaudes dans un torchon, Maria sentit une présence familière à la porte. Juliane, dit-il en entrant, tenant une petite caisse de piment vert frais, le bras encore bandé depuis la veille. « Tu devrais te reposer, dit-elle. » Il sourit, secoua la tête et désigna son cœur. Puis il dessina un cercle dans l'air autour de la pièce. C'était là qu'il se sentait entier. Elle secoua doucement la tête, mais ne put empêcher la chaleur de fleurir dans sa poitrine. Alors qu'il posait les piments, il sortit un petit couteau à découper de sa poche arrière et lui fit signe de lui tendre la main. Elle hésita. Il n'insista pas, se contenta d'attendre. Lentement, Maria tendit sa paume. Juliane y déposa un morceau de bois. Elle plissa les yeux. C'était une petite cuillère, comme un porte-bonheur. Le manche était sculpté en forme de piment en fleurs. Maria poussa un soupir de surprise, ses doigts se refermant instinctivement autour de l'objet. « C'est toi qui as fait ça ?» Il acquiesça. Elle leva les yeux vers lui et murmura « Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être vraies. » Leurs regards se croisèrent. Ce n'était pas de la romance. Pas exactement. C'était quelque chose de plus doux, de plus profond, une compréhension entre deux personnes qui avaient passé trop de temps dans leur vie à ne pas être entendues. Ce soir-là, alors que le soleil déversait son or liquide sur les restes noircis de la grange, Don Ignazio vint à la porte de la cuisine, sa chemise tachée de poussière, les mains calleuses et à vif après avoir travaillé toute la journée aux côtés des autres. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de rester debout, un petit pot en argile à la main. « Pour les brûlures, dit-il enfin en le tendant à Maria. Elle le prit avec précaution. « J'en ai déjà, dit-elle en montrant l'étagère. Celui-ci est tiré d'une recette de ma mère. Il est meilleur. » Leurs mains se frôlèrent brièvement. « Ça suffit. » Il regarda autour de lui dans la cuisine, remarquant les changements. Leah fredonnait doucement tout en coupant des oignons. Juliane astiquait les manches des couteaux. « C'est différent ici maintenant, dit-il. Maria acquiesça. « Ça ressemble davantage à une cuisine. »« Non, dit-il doucement. Ça ressemble davantage à un foyer. » Elle croisa son regard. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la gratitude certes, mais aussi du poids. Une reconnaissance qui allait au-delà de l'appréciation, une douceur qui cherchait sa place chez un homme qui avait passé des années à ériger des murs. Ce soir-là, la cuisine bourdonnait de conversations à voix basse. Certains hommes s'y attardaient après le travail, juste pour s'asseoir et humer l'air. Ils apportèrent des cadeaux, petits et attentionnés. L'un d'eux laissa un panier de gousses de tamarin, un autre un bouquet de maïs frais provenant du champ de son cousin. Un troisième tendit timidement à Maria un bocal d'oignons marinés que sa mère avait préparé. Pas de mots, juste de petits cadeaux en échange de chaleur. Maria plaça chaque objet dans un coin spécial, un sanctuaire communautaire en pleine expansion, sa version de la prière. Plus tard, elle sortit, s'essuyant les mains sur son tablier. Juliane était là, comme toujours, perchée sur le bord du puits. Elle le rejoignit et s'assit sur le rebord de pierre à côté de lui. Il lui tendit un morceau de tissu plié. À l'intérieur se trouvait une note écrite à la main, mais pas par elle. Elle disait « Si je pouvais parler, je te dirais merci. Pas pour m'avoir sauvé, mais pour m'avoir vu. Juliane. » Elle plia lentement le tissu et le pressa contre sa poitrine. Sa voix était douce. « Merci à toi aussi. » Il ne bougea pas, se contentant de se pencher en arrière et de regarder les étoiles. Elle suivit son regard. La nuit était redevenue calme. Le vent ne transportait pas de fumée, seulement de la poussière et l'odeur de quelque chose qui poussait. Dans la cuisine, Leah les observait par la fenêtre. Elle ne souriait pas, mais elle ne fronçait pas les sourcils non plus. Au lieu de cela, elle alla chercher le livre de recettes de Maria, désormais à moitié rempli, à moitié sacré, et y glissa délicatement une page usée et pliée provenant de son tablier. Une recette écrite de la main même du concentré de Calabachita, une offrande, un traité de paix,
ou peut-être un passage de flambeau. Le lendemain matin, le ranch s'éveilla à l'odeur des courges, des oignons et du fromage fondant lentement. Maria ne dit pas d'où venait la recette. Elle n'avait pas besoin de le faire. Lorsque Leah entra, elle prit simplement une cuillère et remua comme si elle avait toujours été à elle. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait comme une couverture, Ignacio s'approcha à nouveau de la cuisine. Il n'apportait rien cette fois-ci, seulement lui-même. « Vous avez assez de bois de chauffage ?» demanda-t-il. « Oui, de l'eau. »« Oui, » répondit-il en se tenant maladroitement debout, transférant son poids d'un pied à l'autre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous le demanderai, » dit Maria doucement. Il acquiesça et s'éloigna sans rien ajouter. Mais alors qu'il partait, Maria remarqua quelque chose. Il avait laissé sa veste sur le crochet près de la porte. C'est délibéré, une raison pour revenir. Elle la toucha légèrement, le col était encore chaud, puis regarda la cuisinière où le repas du lendemain commençait déjà à mijoter. Cet endroit n'était pas seulement en train de guérir, il était en train de devenir. Et au fond d'elle-même, Maria savait qu'elle ne cuisinait plus seulement pour les hommes. Elle nourrissait quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. Et demain, le vent tournerait à nouveau, mais elle serait prête. La tempête arriva sans prévenir. Elle ne frappa pas, ne murmura pas. Elle arriva rapidement et violemment, comme si la terre avait retenu son souffle trop longtemps et l'avait finalement expiré d'un seul coup. 1 minute auparavant, le soleil était bas au-dessus des collines, peignant tout en or. La minute d'après, le ciel devint gris, le vent souleva la poussière comme un balai balayant un siècle du sol, et le ranch se prépara. Maria était encore dans la cuisine lorsque la première rafale claqua la fenêtre. Elle laissa tomber sa cuillère, courut vers le volet et lutta pour le fermer. La poussière tourbillonnait dans l'air comme des fantômes s'échappant de vieilles blessures. Dans la cour, les ouvriers coururent attacher leurs outils, couvrir les provisions, mettre les animaux à l'abri dans les enclos arrière, crier pour couvrir le bruit du vent, claquer les portes. C'était le chaos. Elle sortit sur le porche, se protégeant le visage, et vit Ignacio près de la grange, dont les nouveaux murs étaient à peine terminés, donner des ordres à voix haute. Juliane courait à ses côtés, donnant des indications avec ses mains comme un chef d'orchestre désespéré. Il se retourna, vit Maria et lui indiqua d'un geste pressant le hangar de stockage près du vieux puits. Elle comprit, les sacs d'alimentation. Maria courut. À l'intérieur du hangar, le toit gémissait sous la pression du vent. Elle attrapa une bâche, l'attacha sur le grain, puis poussa les sacs de haricots contre la porte. Les murs craquaient, mais tenaient bon. Lorsqu'elle ressortit, ses cheveux fouettés dans toutes les directions, la poussière dans les dents, les yeux larmoyants à cause du vent, elle souriait pourtant. Il y avait quelque chose de sauvage et de vivant dans la tempête, comme si elle la mettait à l'épreuve. Elle cria par-dessus le rugissement, « C'est tout ce que tu as dans le ventre. » Une rafale faillit la renverser sur le côté. « Très bien, premier round pour la tempête. » Elle courut vers la maison. Alors qu'elle s'approchait du porche, Ignacio était là, fermant la lourde porte derrière elle. Il la regarda, haletant, la poussière collée à sa chemise. « Tu es folle, dit-il. » Elle sourit. « Il faut être un peu fou pour affronter une tempête. » Il la regarda fixement pendant une seconde, puis rit. Il rit vraiment. Pas fort, pas longtemps, mais sincèrement. « Rentrez, dit-il. » Ils se blottirent dans la cuisine tandis que la tempête faisait vibrer tous les murs. La pluie suivit, forte, implacable, s'infiltrant par les vieilles fissures, s'accumulant dans les coins. Leah alluma des bougies. Juliane apporta un seau pour récupérer une fuite. Ignacio faisait les 100 pas près de la fenêtre, comme un animal agité. Maria remuait une casserole de ragoût de haricots, les mains calmes, même si le monde extérieur hurlait. Personne ne parlait beaucoup, mais quelque chose flottait dans la pièce à côté de la fumée. Une solidarité qui ne venait pas de la paix, mais du fait d'avoir traversé quelque chose ensemble. La tempête dura toute la nuit. Quand le vent se calma enfin et que la pluie devint un murmure, Maria sortit pieds nus sur le porche, laissant la boue coller à sa peau. L'air était pur, tout sentait la terre fraîche. Elle regarda le potager derrière la cuisine où un seul plant de piment offert par Julien avait survécu, courbé mais pas brisé. Elle s'agenouilla et brossa doucement la terre de ses feuilles. Puis, sans le vouloir, elle murmura « Je ne demande pas d'amour, juste un endroit où le planter. »
Derrière elle, Ignacio arriva un trottinant. Il ne dit rien, s'assit simplement à côté d'elle sur les marches du porche. Ils regardèrent le soleil levant repeindre lentement le monde de couleurs. Plus tard dans la matinée, le ranch se réunit pour la première fois depuis l'incendie et la tempête. Les hommes étaient fatigués, sales, mais Maria se tenait debout dans la cuisine, les manches retroussées, les cheveux attachés, le feu brûlant. Leah s'approcha d'elle, lui tendant une cuillère comme une arme. Rappelons-leur le goût de la survie. Ensemble, ils préparèrent du calilodes, un ragoût de bœuf mijoté avec du piment vert et du maïs. Julian coupa les oignons. Les hommes installèrent de longues tables à l'extérieur. Ce n'était pas un festin, mais cela y ressemblait. Les assiettes s'entrechoquèrent, les rires revinrent par petites touches. Une guitare apparut. Quelqu'un chanta un couplet trop doucement pour être entendu. Ignacio se tenait à l'écart, les mains dans les poches, observant. Lorsque Maria s'est approchée, une serviette sur l'épaule, il est venu à sa rencontre. « C'est grâce à toi, a-t-il dit. »« Non, a-t-elle répondu. « C'est grâce à nous tous, a-t-il ajouté après une pause. Puis, avec sa voix grave, il leur a redonné l'appétit. Elle a souri. « C'est l'effet des tempêtes. Elle nettoie la poussière sur nos langues. » Il a hoché la tête, puis a fouillé dans sa poche et lui a tendu un tissu plié. À l'intérieur se trouvait un petit sachet de graines soigneusement étiqueté de son écriture. Tomatillo, piment, coriandre. Pour le jardin, dit-il. Si tu restes, dit-elle en serrant le tissu contre elle. Merci. Il ne bougea pas tout de suite. Puis-je dire quelque chose sans que cela semble trop solennel? Elle haussa un sourcil. Essaie. Je ne sais pas ce qu'était cet endroit avant ton arrivée, mais je sais ce qu'il est en train de devenir. Il s'éclaircit la gorge, presque gêné. Ce n'est plus seulement une cuisine, c'est un cœur qui bat. Maria le regarda, les coins de ses yeux s'illuminant. Alors, discrètement, je suppose qu'on ferait mieux de continuer à le nourrir. Cette nuit-là, Julian laissa quelque chose sur le rebord de sa fenêtre, une pancarte en bois sculptée, petite et simple, sur laquelle étaient gravés les mots « Ulugan de Maria », le foyer de Maria. Elle suivit les lettres du doigt longtemps après son départ. Il y avait encore des choses non dites entre eux, mais tout n'avait pas besoin d'être dit. Certaines choses pouvaient simplement être construites, plantées, cultivées. Demain, elle commencerait une nouvelle recette. Et peut-être, si le vent restait clément, elle planterait ses graines sous le buisson de piment. Elle les laisserait pousser sauvagement et obstinément, comme elle l'avait fait. Le matin arriva dans le calme, pas de vent, pas de fumée, pas de tempête à l'horizon, juste une lumière douce et dorée qui se répandait sur la prairie comme une bénédiction. Maria Léon se tenait pieds nus dans le jardin derrière la cuisine, un petit sac en toile de jute à la main, celui qu'Ignacio lui avait donné après la tempête. Elle se pencha lentement, effleurant du bout des doigts la terre sombre et humide sous le pimentier. La terre était chaude, en attente. Elle plongea la main dans la pochette et en sortit quelques graines, des tomatilles, de la coriandre, une pincée d'espoir, et les enfonça doucement dans le sol. Pas de cérémonie, pas de mots, juste l'expiration lente d'une femme qui n'avait plus rien à prouver. À l'intérieur, le ranch commençait à s'animer. Des sabots claquaient, des potes grinçaient. L'odeur du bois frais et de la sueur flottait depuis la grange où les réparations avaient repris. Quelque part dans la cour, Julian fredonnait, non pas avec sa bouche, mais avec le rythme de ses mains, alors qu'il empilait des briques pour le nouveau fumoir. Leah se tenait près du poêle, cassant déjà des œufs, se plaignant que personne d'autre qu'elle ne savait retourner les tortillas. Quant à Ignacio, il était appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant tout cela avec une sorte de respect silencieux. Il ne dit rien lorsque Maria revint dans la cuisine, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête, comme il le faisait toujours lorsque quelque chose était trop important pour être dit à voix haute. Elle versa de l'eau dans un pot en argile, alluma le feu et commença à cuisiner. Pas de recette aujourd'hui, pas de plats empruntés, juste son instinct, un peu d'oignon, un peu d'ail et le doux bourdonnement de la maison. En milieu de matinée, la cour résonnait du bruit des cuillères sur les assiettes en étain et des bottes raclant de la terre. Les hommes mangeaient en cercle, échangeant des histoires, se donnant des coups de coude avec des sourires paresseux. L'un d'eux, un nouveau venu, se leva et leva son assiette en l'air. « Au feu qui ne nous a pas brûlés » cria-t-il. Les autres ont applaudi et Maria a ri de bon cœur.
Pour une fois, cela ne l'a pas surprise. Elle a regardé autour de la table, les yeux posés sur chaque visage. Ce n'étaient pas des gens parfaits, ni des saints, ni des poètes, juste des survivants, des hommes et des femmes avec des cicatrices, des callosités et des morceaux brisés recousus par la routine, la bonne nourriture et les secondes chances, et cela suffisait. Plus tard, Ignacio a tiré une chaise à côté d'elle pendant qu'elle écossait des pois dans un bol peu profond. « Tu comptes rester ?» demanda-t-il. Maria sourit. « J'ai semé des graines. Ce ne serait pas correct de partir avant qu'elles ne poussent. » Il se pencha en arrière. Et après cela, elle haussa les épaules. « On verra. » Il acquiesça, puis fouilla dans la poche de sa chemise et lui tendit un bout de papier plié. Elle l'ouvrit. Un formulaire de transfert de propriété. La moitié de la cuisine était à son nom. Elle cligna des yeux. « Ignacio, je n'ai pas besoin d'un cuisinier, dit-il doucement. J'ai besoin d'un partenaire. » Sa gorge se serra. « Je ne suis pas prête pour... Je ne demande rien. » Elle leva les yeux. Il soutint son regard. « Cet endroit vit grâce à toi, et je pense qu'il devrait grandir avec toi aussi. » Maria plia le papier et le serra contre sa poitrine comme une lettre d'une personne disparue depuis longtemps. « D'accord, murmura-t-elle. C'était tout. Pas de promesses, pas de grandes déclarations. Juste une porte qui s'ouvrait et cette fois, elle choisit de la franchir. Ce soir-là, Julienne plaça l'enseigne terminée au-dessus de la porte de la cuisine. Leah lui tendit les clous tandis que Maria tenait l'échelle. Elphog Maria était désormais gravé dans le bois et le fer. Ce n'était pas seulement un nom, c'était une vérité. Alors que le crépuscule tombait sur Rancho Elimado, Maria se tenait seule dehors, regardant le vent balayer les champs. Son jardin était petit, à peine plus qu'une parcelle de verdure, mais c'était le sien. Un feu crépitait dans la cuisine, pas rugissant, pas dangereux, juste régulier comme elle. Elle repensa au premier pot de haricots qu'elle avait cuisiné sur la place de Pedro Secus, au vieil homme aux yeux doux, la nuit où elle était arrivée au ranch, couverte de poussière et de peur. Elle repensa à ce qui lui avait été enlevé. Mais plus encore, elle pensait à ce qu'elle avait construit. Une cuisinière, un jardin, une famille, un avenir. Peut-être n'avait-elle pas tout perdu. Peut-être avait-elle simplement perdu les mauvaises choses. Et dans la lumière déclinante de cette soirée tranquille, Maria Léon fit ce pourquoi elle était née. Elle prit sa cuillère, goûta le bouillon et sourit. Car pour la première fois depuis longtemps, elle ne cuisinait pas pour survivre. Elle cuisinait pour